Nous allons passer à la troisième partie de nos cinquième rencontre. C'est M. Rigaud qui va venir nous entretenir des dessins et des graffitis de bateaux médiévaux, au Moyen-Âge évidemment. M. Rigaud, diplômé de l'école pratique des hautes études et consultant en recherche historique. Ses champs de recherche portent sur l'histoire de la navigation en Méditerranée au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Guerre de course, piraterie, navigation du Rhône. Il participe également à des recherches dans le domaine subaquatique, l'archéologie et les évolutions urbaines liées à la mer, domaines dans lesquels il est l'auteur de nombreuses publications. C'est un grand voyageur maritime, surtout dans le Grand Nord. Il est membre de la Société française d'histoire maritime et de la Fédération du patrimoine maritime méditerranéen. Monsieur Rigaud, nous attendons avec intérêt votre communication. Je vous remercie, Monsieur le Président. Eh bien, mon propos donc, sera plutôt, effectivement, comme le titre l'indiquait, une évocation autour du golfe du Lion, plus précisément autour des questions de navigation, et en particulier en vous montrant une série de navires, de représentation navale. Alors, je resterai, disons, un peu en deçà des bilans du XIIIe siècle, très évocateur, effectivement, d'Aigues Mortes, mais là, ce sera plutôt une approche, donc, une vision de certains navires, de certains types de navires entre, disons, la fin du XIVe et le XVe, et voire aussi le XVIe siècle, puisque j'évoquerai quelques petites anecdotes relatives à Aigues Mortes, ou du moins à sa région. Alors pour commencer, donc, vous avez une représentation de la Méditerranée occidentale, d'après Grazioso Benicas, qui est un cartographe italien d'origine juive, très probablement, installé à Ancône. Il s'agit d'un document, donc, comme vous voyez, autour de 1467. Il s'agit du détail d'un atlas donc, qui représente la Méditerranée occidentale. Un atlas donc, est composé de plusieurs feuilles, effectivement. Tout à fait remarquable. Là, ici, donc, le golfe du Lion, justement, j'ai rassemblé, plutôt j'ai pris comme, en détail de la carte précédente. Alors, le golfe du Lion, voilà, je vais vous citer un petit texte très bref, donc, qui a été écrit par un pèlerin germanique, Ludov le Soudain, qui écrit donc, dans le chemin de la Terre Sainte. Il va parler du golfe du Lion. Voici ce qu'il dit. Entre cette île, c'est-à-dire l'île San Pietro, au sud de la Sardaigne, il y a un golfe très dangereux, appelé par les marins golfe du Lion, c'est-à-dire la colère du lion, tout simplement. Même si le navire a fait toute sa traversée paisiblement, il ne peut pas entrer dans ce golfe sans subir la tempête et sans craindre quelques dommages. C'est pourquoi on l'appelle golfe du Lion. Voilà, donc on fabrique, si vous voulez, des pseudo-étymologies, c'est assez classique pour l'époque médiévale, à partir, bon, évidemment, si c'est appelé golfe du Lion, c'est par rapport, naturellement, à la colère supposée de cet animal, un animal, effectivement, au bord de la forêt, enfin, tout ce qu'on pourra. En réalité, effectivement, on pense que, alors ça, c'était l'hypothèse qui est tout à fait convaincante, à mon avis, on peut éventuellement en discuter, c'est de Charles Lanthéric, qui écrit dans son livre qui s'appelle Les villes mortes du golfe du Lion. Il dit ceci: signalons enfin une dernière étymologie, à propos du golfe du Lion, bien sûr, qui nous a été suggérée par M. Gerbert Durand, et qui a le mérite d'être en harmonie avec la constitution géologique de cette partie du littoral. La forme la plus ancienne du golfe serait Sinus de Lacunis, ou Lagunis, et par corruption, Launis, Laune ou Laune, qui désigne dans le langage languedocien les anciens lits des fleuves transformés en petites lagunes ou en marécages imparfaitement atterris. Cette forme se rapproche assez de Sinus Lionis, golfe du Lion, qui deviendrait ainsi le golfe des lagunes. Voilà. Donc voilà, ça c'est la proposition donc, que fait Lanthéric, justement, c'est l'explication de la signification de cette appellation générique, donc le golfe du Lion. Voilà, donc on va... voilà, alors je vous montre aussi une image assez originale, je crois, qui est tirée d'un recueil de cartes qui se trouve à Turin, à l'Archivio di Stato. Et il s'agit donc d'une première carte, à ma connaissance, de la Camargue, assez détaillée, et qui est due donc à un ingénieur militaire, Ascanio Vitozzi, qui accompagnait à cette époque, c'est-à-dire à la fin du XVIe siècle, le duc de Savoie, qui avait des prétentions sur la Provence. Il vient sur Arles, et donc ces ingénieurs vont lever des cartes, certaines cartes de détail, notamment des fortifications. Et donc là, on a la représentation
voilà, vous avez ici donc la représentation de la ville d'Arles, ici, on ne voit pas très bien, j'espère que vous voyez mieux que je peux faire ici. Ici, le quartier de Trinquetaille, vous avez ici le fort de Fouques, ici le village, qui n'est pas fortifié à cet endroit. Vous avez ici, je crois, Albaron, et puis la Motte, ou plutôt ici, je crois que je ne vois pas très bien. Et vous avez une représentation ici des Gueux-Mortes, voilà, nous y sommes enfin. Ici, donc, les Gueux-Mortes est représentée. On va le voir dans la photo suivante, qui est un peu plus détaillée. Voilà, normalement, il y a une photo qui précède la suivante, je pense. Je ne sais pas si... Ah non, je ne l'ai pas. Elle n'y est pas. Bon, bah alors tant pis, voilà, désolé. J'avais prévu en détail, mais enfin, bon, je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, vous avez effectivement donc, la séparation du Grand et du Petit Rhône qui se fait ici, à cet endroit-là. Donc, le Petit Rhône va suivre son cours. Ici, donc, avec quelques... dont a évoqué M. Borel tout à l'heure, donc quelques bras. La carte est simplifiée, naturellement. Ici, bien entendu, le littoral. Et ici, vous avez une représentation des Saintes-Maries de la Mer. Alors, le détail, là, est assez intéressant. Bon, l'image, la représentation de Gueux-Mortes n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Hein. Mais enfin, voilà, au moins, c'est l'intérêt d'être représenté. Vous avez Silveréal ici, et le fort de Pécaïs, je crois, qui est là, avec des salines. Et on a même une représentation des camels de Seine. Donc, toute l'importance stratégique, en quelque sorte, de cette zone. Donc, voilà pourquoi donc, les ingénieurs militaires du duc de Savoie ont réalisé ce type de carte. On va passer à la suivante. Alors là, donc, ça pourrait évoquer peut-être aussi la fameuse colère du lion, en l'occurrence du golfe du Lion, naturellement. Il s'agit donc d'une représentation qui se trouve, comme vous pouvez voir, donc, tirée du Bréviaire d'amour, et qui est une espèce d'encyclopédie, donc de la fin du XIIIe siècle, et dont voici cet exemplaire se trouve donc au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et donc là, vous avez une représentation des risques que l'on a donc, de parcourir ce fameux golfe, et en particulier, bien entendu, les risques sont causés par les diables que vous voyez ici, qui sont en train de provoquer un naufrage épouvantable à cette galère. Vous en avez un là qui est en train de soulever la poupe du navire, qui va le précipiter dans les flots, puisqu'on voit des poissons, hein, c'est très clair. Et là, ici, celui-ci est en train de martyriser l'antenne de la voile que l'équipage est en train d'essayer de rassembler, enfin d'éviter la perte. Mais ça montre bien finalement, en quelque sorte, les difficultés que l'on a de naviguer sur les flots, sur la mer, et la Méditerranée tout particulièrement, qui est connue pour ses dangers. Voilà, on va passer à la suivante. Alors ici, une représentation assez intéressante aussi. Là, on suit quelques années, enfin quelques siècles plus tard. Alors là, c'est une carte extraite d'un portulan turc du début du XVIe siècle, à peu près vers 1523. Un portulan qui s'appelle le Kitab Ibari, ce qui signifie le livre de la mer. Et ce portulan est accompagné, enfin plutôt ces cartes nautiques sont accompagnées de portulans. Je rappelle que portulan désigne des instructions nautiques, c'est-à-dire que ce sont les ouvrages qui vont détailler les navigations, qui vont détailler les entrées de port, qui vont donner les distances, voilà. Et ça fonctionne en général avec les cartes. Alors cette carte-là, en fait, n'est pas véritablement une carte de navigation. Il s'agit d'une carte ornementale qu'on va trouver plutôt dans les collections du sultan de Constantinople en particulier. Vous voyez, les représentations quand même sont assez soignées, bien que l'on distingue effectivement tous ces traits qui indiquent les directions possibles à suivre avec l'usage de la boussole qu'on appelle les reins. Alors, je rentre dans le détail, si vous permettez, on va revenir en arrière. Voilà, je rentre dans le détail rapidement. Vous avez une représentation de Marseille, qui est la grande cité, effectivement, entre Languedoc et entre Espagne et Italie. La grande cité de Marseille, là, avec le pavillon, la bannière qui représente les armes royales, les fortifications. Je peux vous signaler que les fortifications qui sont ici sont inexistantes dans la réalité. Mais ça, c'est l'apanage peut-être de l'artiste, la tour Saint-Nicolas, la tour Saint-Jean, voilà. Et ça se poursuit tout le long du littoral jusqu'à la ville de Hyères, ici les Salins de Hyères, ici l'île de Porquerolles. Voilà, et Toulon est ici. Je reviens un peu plus vers l'ouest, puisque on a une représentation ici d'Aigues-Mortes,
c'est écrit ainsi d'ailleurs, c'est écrit en turc, en lettres arabes, et vous avez donc ici le détail de cette représentation donc, de la ville, évidemment, qui est tout à fait symbolique, puisqu'elle ne représente pas véritablement la ville proprement dite. Et ici, donc, un petit peu, peut-être démontre un peu la complexité, peut-être des difficultés, bien que ce soit extrêmement simplifié, de l'accès à la mer par le fleuve. Vous avez une espèce de chenal qui est ici, et qui a l'air un petit peu de se perdre finalement dans des zones lagunaires, et avec des îles qui sont plus ou moins fantaisistes aussi, il faut le dire. Mais enfin, tout l'intérêt, c'est de montrer des représentations quand même assez originales et peu connues. Alors, un document aussi assez intéressant qui montre que son intérêt est de montrer finalement des types de navires, on a plutôt au début du XVIe siècle, des types de navires en usage dans ces périodes, des grandes nefs qu'on appelle aussi des caracs, et qui, là, certaines sont au mouillage, certaines sont en route, vous voyez, sous voile, et c'est un bateau évolué en quelque sorte de la grande nef de Saint-Louis que l'on a vu tout à l'heure. Une représentation de ville aussi, assez stéréotypée également, comme souvent. Par contre, ce petit détail est assez intéressant. Vous avez une représentation d'une tour, manifestement en bois, et sur lequel est disposé un fanal. Un fanal qui n'a pas, en général, avec, vous voyez qu'il y a une flamme, et puis un peu de fumée qui sort. Ici, un moulin à vent. En fait, ces fanaux qu'on a ici sont appelés des pharos. Il ne s'agit pas, comme on peut le penser, disons, immédiatement, à des signaux à usage maritime, c'est-à-dire pour indiquer aux navigateurs les difficultés, l'approche de la côte ou l'approche d'un port, mais en réalité, ces pharos sont disposés tout au long du côte du littoral pour avertir les populations de dangers venant de la mer. Par exemple, tout au long des côtes de Provence, entre l'Espiguette, donc qui est proche d'Aigues-Mortes, effectivement, ce sont les limites du comté de Provence, jusqu'à la Turbie, au-dessus de Monaco. Il y a disposé à des distances à peu près égales, d'environ 5000, il y a des 33 pharos qui sont disposés sur les points hauts du littoral, en général. Et dans les zones basses, comme par exemple la Camargue, eh bien, ce seront probablement, on ne sait pas grand-chose là-dessus, mais ce sont probablement des constructions légères en bois. Avec, par exemple, on peut imaginer une grande bigue, qui peut faire peut-être une vingtaine de mètres de haut, et articulée aussi avec une antenne, sur laquelle on va disposer un panier, dans lequel on fera des feux la nuit, et des fumées le jour. C'est-à-dire au début du XIVe siècle, on a un texte fondateur, en quelque sorte, en 1302, une ordonnance du sénéchal de Provence va indiquer que l'on fait autant de feux que de fumée que l'on voit de voiles suspectes. Voilà. Et donc ces 33 pharos, paraît-il, toujours d'après le texte, vont faire circuler l'information d'un point à l'autre du comté en une demi-heure seulement. C'est-à-dire, sont en principe donc en contact les uns les autres, et il y a des gardiens qui sont tenus de faire fonctionner ce système-là. Voilà un petit peu l'évocation des pharos. Voici une représentation assez intéressante d'une galéasse vénitienne. Donc galéasse, je rappelle, c'est un type de navire, c'est un augmentatif autour de la galère, la galère, les galéasses. Donc un navire de transport qui, justement, les galéasses véniciennes, justement, font escale à Aigues-Mortes, déjà dans le milieu du XVe siècle, et ça va se poursuivre à peu près peut-être jusqu'au début du XVIe siècle. Ces grandes galéasses de grande navigation, en quelque sorte, puisqu'elles partiront de Venise, chargées d'épices, en particulier, pour atteindre les ports des Flandres, les ports britanniques également. Et il est prévu, par les autorités vénitiennes, une escale à Aigues-Mortes en général. Une escale qui va être... on va se charger de marchandises éventuellement, et puis aussi pour l'avitaillement. Voilà, donc là on a une représentation d'un traité de construction de navires, un document plutôt rare qui se trouve donc en Grande-Bretagne et qui va montrer ce dessin. C'est un dessin original qui est vraiment est sur le traité de construction. Vous voyez, on remarque que les rames sont groupées par 3, donc on appellera ça une trirème. Bien entendu sur chaque côté. Vous voyez, remarquez aussi qu'il y a 3 arbres, c'est-à-dire 3 mâts, avec des voiles latines également.
Là, on a affaire à un bateau assez important, de grande taille, avoisinant à peu près les 40 mètres de long, ce qui pour l'époque est quand même assez significatif. On va passer à la suivante. Voici donc également une autre galéasse. Celle-ci donc se trouve au château de Tarascon, et certains d'entre vous qui ont visité certainement le château on peut le voir dans la salle dite des galères, qui en réalité, il n'y a pas que des galères qui sont dessinées dans cette salle, gravées sur les pierres, mais aussi donc cette représentation d'une grande galéasse. Alors là, on est plutôt donc, comme le date l'indique, à la fin du XVe siècle, au tout début du XVIe, et on a également le mode de propulsion mixte, donc les rames groupées par trois, et une grande voile, alors ici carrée, ce qu'on appelle une voile carrée, en réalité elle est rectangulaire, mais à l'époque un rectangle peut être un carré. Et également sur l'avant, donc le mât de trinquet, avec une petite voile carrée également, sur l'arrière la voile de médiane, comme on a vu tout à l'heure sur la montoie, avec une antenne. La voile n'est pas représentée. Et voilà, avec un bec, c'est une forme, si vous voulez, ça évoque la forme des nefs, mais beaucoup plus allongée, puisque ce type de galéasse, comme les galères en général, rentreront dans la catégorie des navires longs, par opposition aux navires ronds. C'est-à-dire que les nefs sont des navires ronds, les galères sont des navires longs, tout simplement en raison de leur dimension, de leur forme allongée. Donc propulsion mixte, les rames servent essentiellement lorsque le vent a calé, lorsque le vent est tombé, pour rejoindre un port, pour les manœuvres également. Par contre, autant que possible, on cherche à bénéficier du vent, autant que possible aussi favorable. Et si en particulier on a des vents contraires, bien on attend dans les ports. En général, le temps d'attente est compris dans le voyage. Suivante. Voilà. Encore une représentation aussi d'une galéasse, j'ai dit encore une fois d'une galéasse vénitienne, qui est due donc à un récit de voyage vers Jérusalem. Venise était un point de départ pour rejoindre la Terre Sainte, justement, dans la période des croisades, et même plutôt au-delà, puisque là on est dans la fin du XVe siècle. La Contarine tient son nom de la famille Contarini, qui sont des armateurs vénitiens et qui arment des navires pour se rendre en Terre Sainte. Le récit de voyage donc, est tout à fait intéressant et évocateur, puisqu'il nous donne beaucoup d'indications justement sur la vie à bord et sur les difficultés que peuvent rencontrer aussi ce genre de périple. C'est d'autant plus intéressant que les récits de voyage sont quand même relativement rares, mais ils ne sont pas le fait en général de marins, c'est-à-dire les gens de mer n'écrivent pas, ou très peu. Ce sont plutôt des gens qui sont à l'extérieur, donc on a à la fois un regard un peu objectif, mais aussi un peu réducteur naturellement, puisqu'on n'a pas de dédication. Parfois ça preuve aussi de naïveté. Et voilà. Donc on remarque quelques petits détails. Donc encore une fois, les rames sont groupées par trois, bien que ce n'est pas trop ressemblant. Vous avez toute une série de petits pierriers qui sont disposés sur la bande ici, des pierriers qui servent éventuellement à repousser des navires ennemis, des navires suspects, puisque la piraterie est quelque chose de tout à fait présent en Méditerranée. Remarquez aussi les ancres. Vous en avez une ici donc, qui est presque à poste, et une même qui est disposée à cet endroit-là, qui est un petit peu dissimulée par le banc de nage. Et on remarquera aussi l'absence des galiotes, c'est-à-dire des gens qui tirent sur les rames. Voilà, on n'a pas jugé nécessaire de les représenter. Par contre, on a ici quelques personnages qui sont du côté du paradis, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la nef Montjoie, donc c'est lieux où on va se tenir en état-major du navire. Vous avez même un petit détail assez amusant, vous avez ici un singe qui est posé sur l'antenne. La galéasse fait route toute voile d'or, avec son arbre de trinquet, vous voyez ici, donc la petite voile carrée, une voile qui est probablement une voile latine, ici, la mestre, et la voile de médiane, ici, qui est une voile latine également. Voilà, on lui souhaite bonne route. Une représentation, alors là, ici, d'une vue d'artiste, qui est celle de Marc Bollon, que je connais, avec qui j'ai travaillé, et qui a représenté justement un type de galéasse, toujours de la fin du XVe siècle, mais qui fréquente effectivement Aigues-Mortes encore. Et en particulier, je pense à Philippe de Comines, qui est connu comme, effectivement, comme chroniqueur, comme politique, comme ambassadeur, etc. Il a plusieurs
casquette, comme on pourrait dire actuellement. Et Philippe de Comines était également armateur, puisqu'il possédait un bateau de ce type-là, qui s'appelait Notre-Dame de Sainte-Marie, et qui était basé à Marseille, mais qui également faisait escale à Aigues-Mortes. Et donc on a voulu, Marc Bolland donc, a voulu représenter donc, ce type de navire, une restitution tout à fait réussie, je crois, qui est vraiment intéressante. Et vous avez un petit détail, un petit texte là aussi, que je pense que vous pouvez lire, dans lequel on précise que le roi, à la fin du XVe siècle, fait construire, dans les années 1490, fait construire des galères à Beaucaire. Et d'ailleurs, j'ai quelques informations à ce propos, malheureusement assez peu, mais qui indiquent que ça inquiète beaucoup les gens qui viennent travailler comme saisonniers pour ramasser les blés. Parce que peut-il se passer si le roi fait construire des galères à Beaucaire et puis le rapport avec ses travailleurs saisonniers? Eh bien, ce qu'il risque, c'est d'être recruté de force et être mis à rabais sur les galères du roi qui en a besoin pour aller combattre, notamment du côté de l'Italie. Voilà ce qui se passe, c'est-à-dire c'est le recrutement forcé des gens qu'on va ramasser, que l'on ne connaît pas, donc on va les ramasser, on va les rafler et les mettre à tirer sur les rames. Difficile problème au moment qui se posait pour les autorités des villes qui avaient besoin de ces bras et qui finalement n'incitaient pas les gens à venir travailler puisqu'il y avait ce risque tout à fait réel. On va passer à la suivante. Voilà, donc là aussi on est finalement à Venise pour une grande part, un détail d'une image connue, donc d'un tableau connu de Vittorio Carpaccio, et qui montre donc l'arrivée dans Venise d'une grande galère, vous voyez, qui est vraiment de très grande dimension, comme je l'estimais à peu près environ une quarantaine de mètres. Là on a le bateau finalement à l'arrivée dans un canal, et vous remarquez que des personnages sont disposés sur l'antenne en train de ferler la voile, de la plier. Et également, on note aussi que les rames sont rangées, pas complètement rangées, mais fait sorties du moins de l'eau. Et on a peut-être ici cette petite barque qui procède au remorquage sur les eaux tranquilles du canal. Voilà. On va passer à la suivante. Voilà, quelques représentations justement encore une fois, de ces galères qui sont, celles-ci sont des galères de combat, des galères qui servent à la guerre. C'est l'essentiel de l'ordre du but des galères. Alors bien qu'elles aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec les galères, c'est pour le transport des marchandises, elles aussi peuvent transporter des marchandises, en général des marchandises précieuses, de qualité, auxquelles elles demandent, parce que les galères passent pour être des navires rapides, avec un moteur effectivement mixte, la voile d'une part, et les rames également. Mais ce sont des navires qui font des routes côtières, généralement, qui ne permettent pas de faire de grandes traversées, comme elles peuvent aussi effectivement se rendre par exemple à Terre Sainte, en Proche-Orient, mais en suivant des routes côtières. Vous avez ici une représentation d'une galère catalane de la fin du XVe siècle, encore vers 1460. On voit que le navire est équipé d'un équipage assez pléthorique. On a parfois jusqu'à plusieurs centaines de personnes, jusqu'à 250 personnes sur un bateau à peu près de cette taille. On voit aussi que les gens sont équipés avec des lances. On a même aussi à l'avant des gens avec des arbalètes. Enfin bon, voilà, il s'agit d'une galère aragonaise là, qui rentre vainqueur d'un combat contre la flotte angevine du côté de Naples. Ici, notre représentation donc, est un détail d'un tableau qui se trouve à Saint-Maximin, qui est la basilique Saint-Maximin, donc pas très loin d'Aix-en-Provence. Un tableau qui est une crucifixion classique, mais on a des représentations de navires, dont cette galère qui appartient à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, aux Hospitaliers. Voilà, c'est donc un détail assez intéressant. On va passer à la suivante. Voilà, les questions, Monsieur le Président tout à l'heure a évoqué justement les graffitis, alors ce sera un peu bref. Peut-être la galéasse qu'on a vue à Tarascon, effectivement, fait partie de cette famille de dessins. Ici, on a une représentation mixte d'une galère, comme vous pouvez voir. Il s'agit de deux graffitis qui se trouvent dans une geôle du château de Tarascon. Alors, c'est un endroit qui ne se visite pas actuellement. Il n'est pas accessible au public. Et, il y a quelques temps, il y a pas très longtemps d'ailleurs, quelques années, on a fait un travail de relevé dans cet endroit et on a pu constater qu'il y avait, dans cet espace assez restreint, il y avait peut-être 80 représentations de navires qui étaient essentiellement des galères de ce type-là et des nefs de transport ici. Avec un certain souci du détail de la part de l'auteur,
qui reste inconnu. Il s'agit d'un anonyme qui était peut-être enfermé là-dedans et qui, pour passer le temps, a gravé des bateaux. Encore une fois, donc, on a quelques détails intéressants. Donc cette voile triangulaire, la voile latine, vous voyez qu'il fait, le bateau est au vent arrière, là à peu près. On a les manœuvres ici. Vous remarquez aussi les pièces d'artillerie qui sont disposées là, probablement sur pivot, ce qu'on peut appeler les pierriers. Les rames sont représentées aussi, groupées par 3. Le gouvernail à l'arrière, on a même cette espèce de bouquet là, qui est disposé, qui est assez curieux, et on peut se poser quelques questions sur sa signification. Une bannière aussi, avec des bandes horizontales. Sur la nef également, en principe, on a une pièce d'artillerie qui, je crois, est disposée là. Le bec de la nef, donc vous remarquez aussi les écus qui sont disposés, qui ne sont pas très très visibles, hein, mais on peut les identifier ainsi. Ce sont des représentations, donc probablement des gens embarqués, de la noblesse embarquée. Ici, c'est aussi, non pas un bouquet, mais probablement des bois de cerf. Oui, effectivement, on a sur certains bateaux des représentations de bois de cerf qui doivent avoir une signification symbolique, peut-être de protection. C'est un peu curieux, c'est quelque chose encore à étudier. Voilà, donc c'est notre navire. Et comme souvent, les graffitis de bateaux sont représentés hors d'eau, faisant route. En général, toute voile d'eau, enfin, en l'occurrence, celui-ci, sa voile n'est pas on a probablement la représentation de la grande voile ici, de la voile de Mestre, qui est là. Alors que la voile peut-être la voile de Méjane est représentée peut-être par il s'agit-il d'un cordage, on ne sait pas trop, ou peut-être d'une manœuvre qu'on appelle l'ost. On va poursuivre. Voilà, donc également une représentation assez intéressante d'une grande nef, toujours dans le détail du tableau de Antonio Ronzen, donc, qui est ce peintre qui a réalisé ce grand retable qui se trouve à Saint-Maximin. Et ce navire, je l'ai pu l'identifier comme étant la Santa Maria. Ce n'était pas marqué effectivement sur le tableau, et on ne voit pas non plus le nom sur le navire, mais l'identification se faisait assez aisément en raison du fait que vous avez cette grande flamme bifide qui part de l'arbre mestre, là, qu'on dirait en héraldique, de gueule à la croix d'argent, donc qui est une représentation de l'emblème de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui alors, à cette époque, donc vers 1518-1520, se trouve encore dans l'île de Rhodes. Et en comparant des sources, en faisant un croisement de certaines sources écrites, documentaires, on arrive à identifier ce bateau, notamment par le fait qu'un auteur italien de la fin du XVIIe, qui écrit sur l'ordre de Saint-Jean, qui s'appelle Antonio Bosio, va raconter que ce grand navire donc, est appelé la Grande Nave di Rodi, la Grande Caraque di Rodi, et finalement il dit la Grande Caraque chiamata Santa Maria. Santa Maria, bien entendu, c'est un nom extrêmement répandu pour les navires. C'est une protection assez importante de donner, c'est un but effectivement de protection qui est donné donc, au bateau. Donc la Santa Maria qui est ici. Et j'ai même trouvé, d'ailleurs, j'ai eu la chance de découvrir aux archives d'Arles une lettre originale d'un des capitaines de ce navire qui écrit vers 1508 une lettre au consul de Hyères pour les avertir que dans les eaux des îles d'Hyères, il y a des fustes mauresques, donc il faut prendre garde. Voilà. Et ce type de navire aussi, à la fin du XVIe siècle, dans les années 1520-1523, vient faire escale à Aigues-Mortes, au mouillage, bien entendu, pour chercher de l'avitaillement, du matériel militaire, en particulier de l'artillerie, des vivres, pour transporter à Rhodes, qui est assiégée et qui va tomber aux mains des Turcs en 1523. Voilà, on passe à la suivante. Voici donc un personnage assez intéressant, qui est un peu connu maintenant, qui s'appelle Préjean de Bidou. Alors c'est écrit comme ça, hein, puisque c'est la forme classique en occitan. Préjean de Bidou est un Gascon qui était au service du roi de France et qui est devenu général des galères. Il est devenu général des galères, il a subi une carrière tout à fait remarquable, probablement né vers 1448 et non pas 20 ans plus tard comme certains textes le disent, et décédé à Nice en 1528 des suites de ses blessures lorsqu'il a participé à un combat contre les galères turques. Préjean donc, est quelqu'un qui est très très connu à l'époque, qui est complètement oublié maintenant, et d'ailleurs je suis en train de rassembler toute une documentation autour de ce personnage qui joue un rôle important donc,
dans les guerres d'Italie en particulier, puisqu'il participe non seulement aux guerres d'Italie, mais aussi à des conflits, contre les Turcs en alliance avec les Vénitiens. Bref, il a vraiment une carrière militaire tout à fait exemplaire. Vous le voyez en représentation ici d'après un ex-voto qui était disparu, qui était peut-être à Marseille, à Notre-Dame de la Garde, et on le représente, vous voyez, un peu curieusement, vous voyez, avec une flèche en travers du visage. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est un carreau d'arbalète qu'il a reçu lors d'un combat qu'il a livré contre les Britanniques à Brighton, en 1513. À ce moment-là, en 1513, c'est la guerre qui ne va pas durer longtemps d'ailleurs, qui est entre Louis XII et le roi Henri VIII. Et la flotte des galères est envoyée de Marseille et va passer le détroit de Gibraltar et remonter jusque sur les côtes de Bretagne et de Normandie pour livrer le combat contre les Anglais. À cette occasion-là, il va avoir une bataille très dure au Blanc-Sablon, près du Conquet, et dans laquelle Préjean va s'affronter directement avec l'amiral britannique qui s'appelle Howard et qui va être tué lors de cette bataille. Et lui-même, donc, comme je vous l'ai dit, a été, lors d'une tentative de descente à Brighton, a été blessé grièvement par cette carreau d'arbalète, donc il s'est mis en présentation puisqu'il a survécu. Contre toute attente, évidemment, on peut se demander un peu quand on reçoit quelque chose, une flèche de carreau d'arbalète dans le visage ou dans la tête. C'est vraiment très, très risqué. Mais enfin, bon, il a survécu, donc il s'est mis en représentation. Ici, bien sûr, vous avez ce personnage-là, c'est un dessin finalement tout à fait récent, bien sûr, c'est une évocation. Alors, le rapport avec Aiguemorte, eh bien, lorsque Préjean revient avec sa flottille de galères de son combat contre les Britanniques, il repasse bien sûr le détroit de Gibraltar, et là, il va se trouver confronté à la flotte d'Andrea Doria. Andrea Doria, vous savez, ce fameux condottiero génois, extrêmement connu, qui a joué un rôle très important, eh bien, il va se trouver confronté à la flotte de Doria devant Aiguemorte. Il y a un combat qui va s'engager, un combat très difficile, mais qui va être remporté finalement par la flotte de Préjean. Il va rentrer triomphalement à Marseille. Et on a quelques documents justement qui relatent cette histoire devant Aiguemorte, dans lequel la bataille va durer quelques jours comme ça, et Préjean va même descendre à terre et demander des renforts, notamment à Arles, qui va lui fournir un contingent d'une centaine d'hommes. Mais on précise bien que les hommes ainsi engagés ne seront pas payés par Préjean, mais par la ville, c'est-à-dire par Arles, qui va payer. Et même il va se rendre à Arles, et là on va l'accueillir avec un festin, on va même acheter des faisans, on va acheter des lapins, on va acheter des pigeons, etc. On va lui offrir un festin dont on a les comptes d'ailleurs de la ville. Ça s'est passé donc en août 1514. Voilà, donc l'évocation de Préjean me semblait intéressante de montrer, puisqu'il fréquente, bien entendu, la région d'Aiguemorte. On va passer à la suivante. Voici une évocation d'un combat naval tel qu'il pouvait se passer. Bon, c'est une illustration bien sûr contemporaine. Vous montre ici une caraque vénitienne qui est assaillie par des navires turcs. Et vous voyez un petit peu la dureté du combat, la difficulté. Et on note aussi que les galères vont au combat à la rame et non pas à la voile, puisque il est plus facile de manœuvrer en utilisant des rames. Et par contre, l'artillerie de ces galères est cantonnée sur la proue, donc assez limitée. Alors que les caraques, bien entendu, elles ne peuvent pas se déplacer à la rame, bien entendu, mais il faut qu'elles aient quand même aussi bénéficié de vent. Si elles sont encalminées par l'absence de vent, bien, ça peut être très dangereux pour elles. Et là, elles se défendent comme elles peuvent. Par contre, elles disposent d'une artillerie beaucoup plus conséquente. Ce qui va d'ailleurs être la raison pour laquelle les galères vont disparaître dans le milieu du XVIIIe siècle, en France en particulier. On va passer à la suivante. Alors, je vais ressortir un petit peu des affaires militaires. Là, on a une représentation assez intéressante ici, assez peu connue aussi, d'un ouvrage attribué au René d'Anjou, le comte de Provence, du d'Anjou, donc comte de Provence, roi de Jérusalem, roi de Naples, etc. Et donc il écrit ce livre d'amour du cœur-esprit, qui est une espèce d'ouvrage romanesque, dans lequel des personnages dénommés Cœur, qui est ici, le chevalier, et qui est même ici en représentation, vous voyez, plutôt en costume civil. Et là, c'est son compagnon, ici, qui s'appelle Largès.
et ils vont embarquer pour l'île d'Amour, tout simplement, sur cette petite barque là. Vous voyez, et il y a 2 filles là qui sont là, qui n'ont pas tout à fait l'équipement prêt pour naviguer, hein, d'aller plutôt aller au bal, mais ma foi. Enfin, en tout cas, mais même aussi d'ailleurs ce personnage de cœur que vous voyez monter ici sur 2 bateaux, on peut se demander s'il ne veut pas faire basculer le bateau, puisqu'il est équipé de pied en cap, vous voyez, avec son armure complète, et même des ailes tout à fait immenses, et sa lance, enfin bon, bref. Bon, pour l'histoire, c'est ça. Et donc, c'est surtout c'est le bateau qui est représenté, qui est assez intéressant, puisqu'on a une représentation ici, non pas d'un bateau prestigieux, d'une galère, d'une grande nef, mais d'une petite barque qui peut servir à la pêche, en l'occurrence, dans le cadre de ce roman, d'aller faire un tour en mer et de la rejoindre l'île d'Amour. Alors, quelques petits détails. On a ici, vous voyez, ici, c'est le timon du bateau qui a été enlevé, puisqu'il n'y a pas assez d'eau. On remarquera ici, vous voyez, il y a, au pied des personnages, vous avez même des représentations de moules, de coquillages qui ont été délaissés. Donc il n'y a pas assez d'eau, et donc on va le poser, et ensuite on va le pousser un peu plus dans les eaux profondes pour le placer. Ici, vous avez même un petit détail qu'on appelle le femelot, c'est-à-dire ce qui va permettre de mettre les charnières du gouvernail. Ici, au pied de cœur, là vous avez la barre, l'orjao, les rames, et les bancs, etc. Donc bien sûr on a le mât, on a la voile latine qui est ferlée bien proprement, hein, bien arrangée, et ici donc même une poulie avec une manœuvre double qu'on appelle le lost, qui sert à régler l'antenne. Et donc notre barque est prête à naviguer. Voilà, alors c'est assez intéressant parce que là aussi on a aussi tout au long du bord, vous avez probablement des cannes qui ont été disposées, liées ensemble, qui est peut-être une réserve de flottabilité lorsque le bateau part à la gîte, par exemple, ou bien peut-être aussi pour protéger lorsque on est contre un quai, contre une rive, contre un autre bateau, pour protéger un petit peu des chocs. Voilà. Alors ça me semble intéressant de représenter. Donc c'est vers 1460 que c'était dessiné, et c'est donc attribué à Barthélemy van Eyck, qui est un peintre flamand de grande renommée. Donc, voilà. Alors le document, donc, comme vous voyez, se trouve à la bibliothèque, à la Stadtbibliothek, donc à Vienne. C'est la suivante et je crois la dernière. Voilà, donc là une petite évocation encore amusante de personnages qui naviguent peut-être sur le Rhône. Et c'est un dessin attribué, enfin non pas attribué, mais réalisé par un monsieur qui s'appelle Bertrand Bouisset, un Arlésien comme moi, comme monsieur Borel également, et qui vont naviguer sur les pêcheurs, ou du moins ils vont peut-être faire quelques petites navigations. Quelques petits détails aussi amusants. Vous avez donc la représentation du gouvernail ici, vous avez même les ferrures également, et vous avez des espèces de remontées là. Alors ça pose un problème quand même, puisque vous avez la barre, là on se demande comment ils vont pousser la barre d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, c'est quand même un petit peu délicat. Mais enfin bon, ça n'a pas empêché l'artiste de faire comme ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci pour cette communication. Vous avez groupé toute une série de figures peu connues, extrêmement documentées, suggestives, et qui nous font tous rêver. Je ne sais pas de combien de minutes nous pouvons disposer encore. Bon. De toute façon, nous allons nous livrer au jeu des questions et des réponses. Sur la première, sur le film, y a-t-il des observations, des questions? Pas d'observations? Alors je me permets une petite observation. J'ai regardé de temps en temps des gravures, des planches de marine dans les encyclopédies du XVIIIe. Et je constate qu'entre la Montjoie, qui est très précise dans le film qu'on a vu, et les vaisseaux du XVIIIe, il n'y a pas tellement de différence, à part peut-être le gouvernail. Et on restait dans la marine en bois et dans la marine à voile. Par contre, au XIXe, il y a eu vraiment, si l'on peut dire, une explosion de la marine avec l'arrivée des machines à vapeur et du métal. Et on a l'impression qu'entre le XIIIe
Et le XVIIIe siècle, il y a eu des améliorations, des modifications, des agrandissements, mais on est toujours dans la même architecture et dans le même principe. Pas d'observation. Ah, quelqu'un veut dire quelque chose, mais il faudrait peut-être amener un peu ce micro. Peut-on réanimer la salle aussi? Merci. Je ne sais pas à qui je dois poser la question, c'est vous qui l'attribuerez. On voit le passage à un certain moment de la voile hautière, voile latine, à la voile carrée, à grand voile, qui est caractéristique entre autres des galions de Christophe Colomb. Comment se fait ce passage et pourquoi? Parce que à l'époque du Moyen-Âge, après les trirèmes, Mohamed, etc., on reste dans la voile hautière, et là, on passe ensuite à la carrée. Alors, comment le traduisez-vous? Pourquoi? Et est-ce que les quelques figures, les illustrations que vous avez données, permettent de répondre à cette question? Bon, on a la voile, comme vous dites, la voile hautière, la voile latine, effectivement, donc triangulaire, quelque chose qui perdure pendant très très longtemps, enfin même encore actuellement. Les bateaux traditionnels utilisent toujours la voile latine, les bêtes, les barquettes, etc. Mais effectivement, les voiles carrées, qui sont utilisées principalement dans l'Antiquité, n'ont pas disparaître, effectivement, mais sont peut-être plus adaptés pour des navigations côtières. Il y a peut-être aussi, à un certain moment, à la fin de l'Antiquité, notamment à la fin de l'Empire romain, il y a une espèce de rétrécissement, en quelque sorte, des échanges commerciaux, et peut-être qui demande finalement une navigation plus proche des côtes. Donc, pour faciliter la navigation, pour faciliter les remontées au vent, particulièrement, les voiles latines sont plus efficaces que les voiles carrées. Par contre, pour les grandes traversées, et notamment, vous avez évoqué effectivement la traversée de l'Atlantique par Colomb et ses navires. Et là, effectivement, ces caravanes en particulier sont équipées de voiles latines, et arrivé aux Canaries, je crois, il va changer ces voiles latines pour des voiles carrées, parce qu'ils vont profiter effectivement des vents dominants, des alizés en particulier, qui sont beaucoup plus efficaces, effectivement, mais qui le sont moins, effectivement, pour les remonter au vent. Mais comme Colomb a anticipé, ou sait que les alizés se renversent dans un sens et dans l'autre, donc ce sera plus efficace d'utiliser des voiles carrées pour cela. Donc on a une continuité, une perduration quand même aussi des voiles latines, hein, qui vont être gardées, mais pour les grands navires en particulier, les voiles carrées sont plus adaptées. Donc voilà, j'espère avoir répondu à peu près à les questions.